Merci beaucoup, Jean. Donc, je remercie d'ailleurs Francine et je remercie Daniel. Daniel, est-ce que tu es là? Alors, merci beaucoup de m'avoir invité à ce colloque. C'est un plaisir. Pour moi, c'est surtout un honneur, voilà, de pouvoir assister à cette conférence. Donc, merci beaucoup. Alors, mon intervention portera sur la question nationale, sur les débats autour de la question nationale dans la social-démocratie ukrainienne en général et dans le parti bolchevique en particulier. Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais entrer directement dans le vif du sujet. Voilà. Est-ce que ça marche? Ouais. Donc, à la veille de la révolution 1917, l'Ukraine se trouvait sous la domination politique et militaire de la Russie, mais quant à son économie, elle était soumise à la fois au capital russe et à la fois occidental. Et avec le développement du capitalisme au XIXe siècle, en fait, aucune grande bourgeoisie nationale n'est apparue en Ukraine. Et en fait, en Ukraine, la bourgeoisie était composée principalement des capitalistes russes et européennes, appuyés par l'appareil étatique de l'Empire. En même temps, l'écrasante majorité de la paysannerie était ukrainienne. Par contre, les élites étaient composées principalement des minorités nationales urbanisées, c'est-à-dire les Russes, les Juifs et les Polonais, principalement. Et la classe ouvrière était aussi stratifiée selon les lignes nationales. Ainsi, les Ukrainiens, en fait, ils étaient surreprésentés dans le secteur des services et dans les industries que j'appelle agricoles, voilà. C'est-à-dire dans les professions les moins payées et les moins prestigieuses de la classe ouvrière. Et le développement du capitalisme a approfondi encore plus cette division entre la ville et la campagne, sur le plan culturel, linguistique, économique, social, etc. Et les partis social-démocrates actifs sur le territoire ukrainien essayaient à plusieurs reprises, mais ils n'ont jamais arrivé, à se mettre d'accord sur le programme commun pour aborder ce genre de questions, pour aborder le problème de la pression nationale surtout, et leur vision concurrente. Ils étaient à la source, donc à la base des conflits très importants au sein du mouvement ouvrier en Ukraine. Donc, quelles étaient leurs divergences dans le traitement de la question d'oppression nationale? Alors, les sociodémocrates en Ukraine se sont divisés en deux camps selon leur perception de cette question. Une vision, la première vision, mettait l'accent sur l'assimilation des nations sans État par des nations dominantes, voilà, dans le futur. Et en Ukraine, cette vision prédominait, j'insiste, voilà, cette vision prédominait dans le Parti ouvrier social-démocrate de la Russie, le POSDR. Et au sein du parti bolchevique, en matière de la question nationale, la plupart des membres adhéraient plus à la position de Rosa Luxembourg qu'à celle de Lénine. Parce que je parle des bolcheviks qui se trouvaient en Ukraine. Et beaucoup de ces dirigeants en Ukraine soutenaient l'assimilation de travailleurs dans la nation russe, et ils n'étaient pas tout à fait prêts à remettre en question l'intégrité de l'État russe. Et la deuxième vision, voilà, en Ukraine, c'est le Bund et le Parti ouvrier social-démocrate de l'Ukraine, donc le POSDU, qui était influencé par l'austromarxisme, qui se ralliait à cette deuxième vision qui mettait l'accent plutôt sur la tendance à la différenciation des nations sous le capitalisme, leur épanouissement sous le socialisme, et l'accent était mis aussi sur l'affirmation de leur droit à disposer d'elles-mêmes. Donc, bon, la révolution de 17 s'accompagnait bien sûr par un grand réveil des masses populaires, et donc le pouvoir venait d'en bas, des mouvements des ouvriers, des soldats et des paysans, et il fallait unir ces mouvements dans le but de constituer un nouveau pouvoir étatique. Et c'était une tâche particulièrement difficile en Ukraine, et une des raisons de ce problème était l'attitude changeante, très instable des organisations de la classe ouvrière face à ce problème de l'autodétermination nationale. Voilà.
Après la révolution de février, à Kiev, le Conseil central, autrement dit la Rada centrale, a été formé. Les congrès des soldats, des paysans et des ouvriers ont élu leurs délégués qui devaient les représenter à la Rada, qui comprenait également les représentants des principaux partis politiques ukrainiens. Et en fait, contrairement au centre russe, comme on le sait, où il existait la dualité de pouvoir, la lutte pour le pouvoir en Ukraine s'est jouée entre trois partis. Donc c'était la Rada centrale qui s'appuyait surtout sur le mouvement de soldats et des paysans, moins sur les ouvriers, le gouvernement provisoire et les conseils ouvriers principalement urbains. L'historiographie soviétique officielle, en fait, elle a forgé une vision selon laquelle, en Ukraine y compris, les conseils ouvriers étaient a priori des organisations révolutionnaires guidées dans leurs actions par les intérêts du prolétariat. En réalité, en Ukraine, la direction de conseils ouvriers était assumée principalement par intelligentsia, je dirais. Je ne peux pas assimiler les notions d'intelligentsia et de la petite bourgeoisie, mais bon, par l'intelligentsia urbaine russe ou russifiée, dont la majorité à ce moment-là appartenait aux mencheviks, et par conséquent ils étaient assez hostiles aux aspirations nationales des peuples non russes. Et je vais citer Léon Trotsky, qui écrivait dans son Histoire de la Révolution russe, je cite, « L'hétérogénéité nationale entre la ville et le village se faisait sentir douloureusement aussi par les soviets en tant qu'organisation principalement urbaine. Sous les directions de partis conciliateurs, les soviets affectaient constamment d'ignorer les intérêts nationaux de la population autochtone. Là était une des causes de la faiblesse des soviets en Ukraine. Sous une fausse enseigne d'internationalisme, les soviets menaient fréquemment la lutte contre la défensive nationaliste ukrainienne ou musulmane, camouflant la russification oppressive exercée par les villes. Il se passera encore bien du temps, même sous la domination des bolcheviks, avant que les soviets de la périphérie aient appris à parler dans la langue du village. » Le parti bolchevique en Ukraine était lui aussi principalement un parti russe, c'est-à-dire un parti de prolétariat de la nation dominante en Ukraine. Les organisations bolcheviques locales n'étaient pas unies à l'échelle nationale à ce moment-là, mais ils étaient tous subordonnés directement au comité central de Petrograd. Et en fait, tout le travail de propagande se faisait en russe. Et de plus, les leaders bolcheviques en Ukraine étaient majoritairement, comme je l'ai dit, entre guillemets, luxembourgistes. C'est-à-dire ces positions qui relevaient de soi-disant nihilisme national, étaient contestées à l'intérieur du parti, même par Lénine, qui, jusqu'à l'échec du premier congrès pan-ukrainien des soviets, soutenait en fait le mouvement national ukrainien. Il attaquait la politique contre-révolutionnaire du gouvernement provisoire vis-à-vis de la Rada, et en fait, elle exigeait la satisfaction de ses demandes en matière de la question nationale, de l'autodétermination en particulier. Et les membres ordinaires du parti, eux aussi, ils étaient plus souvent prêts à remettre en question les anciennes positions et à chercher des alliés dans le camp social-démocrate ukrainien. En 1917, la solution à la question nationale qui a reçu le plus large soutien dans les conseils des ouvriers et des paysans était la création d'une république ukrainienne soviétique indépendante où tous les conseils seraient représentés dans ces organes étatiques. Et en fait, de nombreux conseils ont demandé la réélection de la Rada afin de le rendre plus représentative. Mais le Parti social-démocrate ukrainien et un certain parti des socialistes fédéralistes, dont le poids dans le Rada ne correspondait pas vraiment à leur soutien populaire réel, et en fait, ils savaient qu'ils allaient perdre leur leadership si la Rada était réélue, et donc, lors de ce fameux premier congrès pan-ukrainien des soviets, les leaders de la Rada ont fait tout pour
empêcher cette réélection. Et cela allait de pair avec leur politique de plus en plus bourgeoise, contre-révolutionnaire et hostile envers le conseil de commissaires du peuple à Petrograd, et dont l'expression principale était le soutien tacite de la Rada, que la Rada accordait à l'armée anti-bolchevique, un certain Ataman Kaledin, qui se trouvait dans le Don. Et du coup, la tentative de réconciliation entre les conseils ouvriers et la Rada a échoué, et le gouvernement soviétique russe a décidé de déclarer la guerre à la Rada, qui se tournait vers les puissances centrales, vers l'Allemagne, pour défendre son gouvernement. Et les bolcheviks, ainsi que les sociodémocrates et les SR de gauche, certains d'entre eux sont partis de ce congrès pour organiser leur propre congrès, cette fois-ci à Kharkiv. Au congrès de Kharkiv, la proclamation de l'État soviétique était mise à l'ordre du jour, et les avis des délégués étaient très partagés par rapport à cette question. Donc il y avait quelques fractions. Première fraction, dite de Katarinoslav, croyait qu'à cause de la supériorité militaire de la Rada et l'absence de soutien forte de la part de la paysannerie, la création de l'État ukrainien était impossible. Les bolcheviks des régions très industrialisées, des régions de Kharkiv, de Donbass, de Kryvyi Rih, ils voulaient créer leur propre république de Donetsk-Kryvyi Rih, qui serait en fait une république intégrée à la Russie, ou très ralliée à la Russie. Et la troisième fraction, composée principalement des bolcheviks de Kiev et de Poltava, est dirigée par le vieux militant, un certain Mykola Skripnik, a appelé à la formation immédiate du gouvernement ukrainien soviétique. Ils ont refusé la séparation des régions industrialisées du Sud. Et la création d'une telle république soi-disant séparatiste, à leur avis, était une erreur, car la paysannerie ukrainienne se rallierait encore plus à la Rada, ce qui empêcherait la propagation de la révolution vers l'ouest, principalement. Donc la proposition de la fraction de Kiev a été soutenue par la majorité, et la République populaire ukrainienne des Soviets, fédérée à la Russie, était proclamée. Mais il ne faut pas oublier qu'en même temps, nous avons une autre République populaire ukrainienne, cette fois-ci proclamée par la Rada, un mois plus tôt. Il y a deux républiques ayant le même nom, qui existaient en même temps et qui étaient en état de guerre l'un avec l'autre. Et en fait, la création de cette république soviétique représentait une décision stratégiquement très importante, mais apparemment, elle n'impliquait pas de réel changement d'attitude, de réel changement d'opinion sur la question nationale parmi la plupart des bolcheviks en Ukraine. Je vais citer Vassil Shachrai, le ministre de l'armée dans ce premier gouvernement soviétique ukrainien, qui écrivait: de quel gouvernement ukrainien parle-t-on lorsque ses membres ne savent pas et ne veulent pas savoir la langue ukrainienne? Ils n'ont aucune influence sur la société ukrainienne. Quel genre de ministre ukrainien de l'armée suis-je lorsque toute la division de Kharkiv ne m'obéit pas et ne défend pas le pouvoir soviétique et que je suis obligé de les désarmer? Le seul soutien militaire que nous avons dans notre lutte contre la Rada centrale est l'armée qu'Antonov a amenée en Ukraine depuis la Russie, une armée qui considère tout ce qui est ukrainien comme étant hostile et contre-révolutionnaire. Une autre décision importante, prise par les bolcheviks lors d'une conférence à Tahanrih, en avril 1918, était celle de créer un parti bolchevique ukrainien. Les délégués de Katarinoslav, comme toujours, ils étaient opposés à toute forme d'indépendance. Les fractions de Kiev ont appelé à la création du parti bolchevique ukrainien distinct, et cette décision a pu obtenir la majorité de voix grâce au fait que les délégués de Donbass, donc les délégués des régions industrialisées, ont proclamé entre-temps leur propre république, donc la république de Donbass-Kryvyi Rih. Ils ont décidé de boycotter cette conférence pan-ukrainienne, et le nouveau parti a été créé. Finalement, elle était nommée le Parti communiste bolchevique de l'Ukraine, le PCBU.
Je vais dire juste quelques mots sur les communistes ukrainiens non bolcheviques. Alors, l'aile gauche de la social-démocratie ukrainienne, qui est devenue plus tard le Parti communiste ukrainien de dites indépendantistes, ils ont donné leur soutien critique, disons un soutien critique aux bolcheviks, et malgré le fait qu'ils partageaient le programme bolchevique en matière des questions économiques, sociales, etc., ils sont restés opposés quand il s'agissait de la question nationale. Les indépendantistes pensaient que la révolution communiste ne pouvait pas être emportée de l'extérieur et il ne pouvait être menée que par les révolutionnaires, disons, locaux, qui prendraient en compte des spécificités du processus révolutionnaire sur place. Les tendances pro-soviétiques parmi les SR, cette fois parmi les SR ukrainiens, étaient beaucoup plus larges que parmi les sociodémocrates, et l'aile gauche du Parti socialiste révolutionnaire, les soi-disant borodbistes, se prononçaient aussi en faveur d'une forme soviétique de pouvoir, et tout de même, ils sont restés très opposés, très hostiles même aux bolcheviks en raison de, je le cite, tendances impérialistes, centralistes et chauvines de ces derniers. Voilà. Il n'était pas seul, en fait, à penser ainsi, et la critique se faisait entendre de plus en plus à l'intérieur même du parti bolchevique. Je vais citer un rapport, en fait, qui était envoyé par les bolcheviks ukrainiens au comité central de PC russe en novembre 19, dont le but de, je cite, mettre le PCBR en garde contre les faux pas à l'égard de l'Ukraine. Il existe plusieurs raisons de croire que l'auteur de ce rapport était un certain Pavlo Popov, qui serait en fait un futur leader d'une fraction dite fédéraliste au sein du parti bolchevique, qui regrouperait un certain nombre des communistes qui exprimaient leur opposition à la politique du comité central en matière de l'Ukraine. La citation. Dans la lutte pour rétablissement du pouvoir soviétique en Ukraine, le rôle conducteur doit nécessairement appartenir au centre ukrainien à la place de celui de Moscou. Le centre doit être lié avec le mouvement révolutionnaire spontané des masses populaires ukrainiennes. Dans le cas contraire, cette lutte sera sans doute interprétée comme une manifestation de l'impérialisme rouge de Moscou, ce que nous avons déjà vu en pratique, et de nombreux éléments qui peuvent et veulent aller main dans la main avec les communistes vont être rejetés dans le mode de la contre-révolution. Les bolcheviks, ils ont commencé leur deuxième offensive, je ne sais pas comment le dire, oui, deuxième offensive en Ukraine en décembre 18, et leur gouvernement a reçu beaucoup de soutien, beaucoup de sympathie de la part de la classe ouvrière, de la part de la paysannerie quand il est arrivé au pouvoir, mais selon Popov, son manque de compréhension des spécificités du processus révolutionnaire en Ukraine l'a rendu incapable de maîtriser la situation. Voilà, je cite Popov, qui n'arrête pas de s'indigner dans son rapport. Aborder de tels phénomènes comme les insurrections paysannes ou les relations entre les nations en Ukraine en utilisant les clichés tirés de la pratique grand russe serait une grande erreur. Malheureusement, nous avons vu que c'est justement ce genre de pratique qui a été mise en œuvre en Ukraine. L'échec de la révolution en Ukraine résulte, dans une grande mesure, de cette attitude peu sérieuse envers les particularités spécifiques de l'Ukraine. En fait, dans de telles circonstances, je pense qu'il aurait été logique que les bolcheviks recherchent une relation, disons, de coopération avec les partis ukrainiens de gauche, donc les borodbistes et les indépendantistes, mais ils ont fait le contraire, voilà. Ils ont mené une campagne virulente, de propagande virulente contre ces deux partis. Je cite Popov, encore une fois, « Une méfiance extrême envers les groupes communistes ukrainiens est un fil rouge qui traverse toute la politique de PCU. Le parti préfère collaborer avec les groupes qui, bien que n'étant pas communistes, ne sont pas contaminés par le séparatisme. Très souvent, ils n'ont aucune force réelle sur place. » Il parlait dans ce cas-là des mencheviks russes qui étaient peu représentés. Mais avec les mencheviks russes, à ce moment-là, les bolcheviks, ils ont fait une alliance. Voilà.
Les groupes armés envoyés par le gouvernement et changés de réquisitionnel blé ont contribué bien sûr à provoquer des insurrections paysannes, et ces révoltes paysannes ont affaibli le pouvoir soviétique. Et je cite ici un historien britannique d'origine ukrainienne, si je ne me trompe pas, Marko Boitsoun, qui va bientôt d'ailleurs publier son livre sur le mouvement ouvrier et la question nationale en Ukraine. Et j'ai repris quelques-unes de ses thèses pour préparer cette intervention. Voilà, je cite: au début de 1919, la paysannerie a ouvert les portes de l'Ukraine à l'armée rouge. Quand elle s'est révoltée contre le gouvernement soviétique dans le mois de printemps et d'été, elle a signalé sa fin. Et Popov, dans ce rapport, va jusqu'au dire que la politique envers la paysannerie mise en place par les bolcheviks était une sorte de perpétuation de la politique coloniale tsariste. Le fait d'estimer a priori que l'Ukraine est un pays des kulaks inapte à l'action révolutionnaire indépendante a donné naissance à la politique que nous ne pouvons pas appeler autrement qu'une politique coloniale. L'Ukraine était traitée uniquement comme une vache à lait pour en drainer les ressources. Nous pourrons dire que ce rapport, en fait, à mon avis, ce rapport rédigé par le groupe de Popov, soi-disant groupe de Popov, envoyé au comité central de PCBR, ainsi que tout le travail que Popov et ses disciples faisaient pour défendre sa position, ils ont largement contribué à activer les débats dans les plus hautes instances du parti sur les stratégies qu'il faudrait adopter en Ukraine, ce qui explique en partie, bien sûr, mais ce qui explique en partie le succès de la troisième offensive bolchevique en 1920. J'aimerais dire en conclusion que l'élaboration de la politique qui serait capable de prendre en compte les aspirations nationales des populations russes serait beaucoup plus difficile sans ce travail de réflexion fait par cet homme bolchevique ukrainien, mais aussi musulman, mais aussi représentant d'autres nationalités opprimées, conscient de l'importance du facteur national dans les pays comme l'Ukraine, des pays essentiellement paysans où la révolution sociale va de pair avec un vaste mouvement de libération nationale. Et voilà, je vais conclure. Un de ces communistes bolcheviques était un certain Vassil Shachrai, dont la citation va me servir de conclusion. Alors, juste quelques mots sur Vassil Shachrai. Vassil Shachrai a rejoint le parti bolchevique en 1913, donc c'était un vieux bolchevique, qu'on appelle le vieux bolchevique. Il était le ministre de l'armée au sein du premier gouvernement soviétique ukrainien, et on peut le considérer comme étant un des fondateurs de l'idéologie du communisme national ukrainien. Voilà, c'est une appellation que j'aime pas du tout, mais c'est comme ça. Après la publication de ces deux livres sur la révolution en Ukraine en 1918 et 19, il était exclu de parti, mais il continuait son activité dans la clandestinité, notamment à Koubagne, où il était arrêté par les Blancs et fusillé en 19. Peut-être début 20. Malgré le fait que c'était une des figures je dirais, centrale dans la construction du pouvoir soviétique en Ukraine, son nom a été complètement effacé de l'histoire. Ses travaux sont tombés dans l'oubli. Et voilà, je cite Vassil Shachrai, et je finis. Un peuple qui opprime un autre peuple ne peut pas être libre. Un peuple qui est opprimé par d'autres peuples ne peut l'être non plus. En soi, la socialisation des moyens de production n'élimine pas la domination d'une nation et l'asservissement de l'autre. Elle n'élimine pas, ne résout pas, ne rend pas obsolète la question nationale. Cette question subsiste. La socialisation des moyens de production crée seulement les conditions favorables pour la résoudre, tant que la question nationale n'est pas résolue. Tant qu'une nation domine et l'autre y reste subordonné, ce que nous avons, ce n'est pas encore le socialisme, mais ce n'est qu'une socialisation de moyens de production. Nous ne pouvons pas déclarer la question nationale résolue le jour suivant de la révolution socialiste. Elle peut et doit être traitée avant, pendant et après la révolution. Voilà, merci beaucoup.